Guillemette Morel-Journel, certains des intervenants aujourd'hui ont évoqué ces écrits. Cela fait en effet plus d'une trentaine d'années que Guillemette s'intéresse aux frontières partagées par l'architecture et la littérature, notamment au travers de ses travaux sur Le Corbusier écrivain, puisqu'elle a commencé à s'intéresser à ce personnage et à son activité littéraire dès son mémoire de maîtrise, si je ne m'abuse, puis dans son mémoire d'architecte, puis dans une habilitation à diriger des recherches. Donc elle a derrière elle une longue trajectoire dans laquelle elle a fait émerger les multiples productions littéraires de Le Corbusier et ses relations avec le champ de la littérature et de l'édition. Je pense notamment à l'analyse qu'elle a su faire de la genèse et de la négociation de son livre sur les 4 routes avec Jean Paulhan à la NRF pendant la guerre. Donc elle n'est pas restée dans la littéralité des textes, mais aussi dans leur dimension institutionnelle et politique. Elle est chercheuse au laboratoire ACS de l'école d'architecture Paris-Malaquais et elle a élargi depuis quelque temps ses considérations sur les rapports entre architecture et littérature, notamment en co-coordonnant le dossier Écrire l'architecture de la revue Europe dont j'ai parlé ce matin. Elle a par ailleurs eu une intense activité d'éditrice, de rédactrice, notamment en conduisant les cahiers de la recherche architecturale pendant des années. Elle est donc, je dirais, tout à fait au milieu du champ que nous abordons aujourd'hui. Merci Jean-Louis pour cette présentation qui ne me rajeunit pas. Et merci aussi à toutes les personnes du Collège de France qui sont là pour nous accueillir. Pour illustrer, j'ai l'habitude dans ce genre d'assemblée de jouer le vilain petit canard, c'est-à-dire que quand tout le monde est là pour dire « Ah, c'est super, l'architecture, la littérature, ils s'aiment, tout va bien, ils travaillent ensemble, etc. » je porte une voix un peu contradictoire, d'où le titre de mon intervention, qui effectivement peut paraître un peu polémique, mais qui s'explique quand même un peu d'abord du point de vue d'où je parle. Jean-Louis l'a expliqué, professeur Cohen l'a expliqué, je suis architecte de formation et je travaille dans un contexte d'architecture, même si j'ai donc un petit vernis, disons, du côté des lettres. Et donc c'est bien de ce point de vue des architectes que je me placerai pour regarder là la littérature dans un sens assez restrictif, en tout cas pas le même que celui de mon prédécesseur, Yvan Jablonka, mais celui de la littérature fictionnelle de type romanesque. Et j'essaierai de montrer que les relations entre ces deux disciplines ne sont pas sans poser un certain nombre de problèmes. Ces problèmes-là, je les ai vécus dans différentes occasions, notamment lors des travaux d'un groupe qui s'appelle le GRAAL, Groupe de recherche art et littérature, dans lequel certains des membres de cette assemblée ont collaboré. C'est un groupe qui a été fondé il y a une vingtaine d'années par Pierre Hippolyte et qui continue ses travaux. Mais je dois dire que je m'en suis un peu retirée parce que j'avais l'impression que chaque fois que nous avions des colloques, des publications, nous nous retrouvions dans une forme de double impasse. D'un côté, il y avait les littéraires qui analysaient des textes parlant d'architecture et de la ville ou d'architectes, et de l'autre, on avait les architectes en nombre beaucoup moins important qui tentaient d'expliquer en quoi leur projet d'architecture pouvait s'apparenter à une démarche littéraire. Donc, deux types de contributeurs avec des bagages disciplinaires différents et finalement des points de vue qui n'arrivaient pas à se rejoindre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce sentiment d'échec que je ressentais donc tenait à ce que je me faisais une idée beaucoup trop exigeante du but de nos échanges. Pour moi, il s'agissait de voir de manière concrète et non métaphorique, et c'est important cette distinction, donc concrète et non métaphorique, comment l'architecture d'aujourd'hui prenait place dans la littérature contemporaine.
c'est-à-dire comment les écrivains percevaient et rendaient compte de l'architecture et comment l'architecture pouvait avoir des conséquences presque physiques, donc observables, tangibles, sur leur travail d'écriture. Et réciproquement, comment les projets de certains architectes auraient pu être nourris de références ou de méthodes propres au champ littéraire. Donc en fait, ce que je cherchais, c'était, avec mes collègues de différentes origines disciplinaires, c'était de débusquer des similitudes qui pourraient exister dans les processus de création même d'un texte ou d'un projet. Ce à quoi Yvan Jablonka vient de s'essayer. En somme, j'étais à la recherche d'œuvres où une forme d'intertextualité, ou plus précisément d'intermédialité, aurait eu, en un vertueux mouvement de fécondation réciproque, enrichi ces mêmes œuvres, c'est-à-dire une forme d'eugénisme, qui aurait été issue d'heureux croisements, des exemples où la littérature et l'architecture seraient devenues mutuellement de grands astreignants ou des allées substantielles, pour reprendre des expressions de René Char. Bref, je cherchais une sorte de fusion disciplinaire dans laquelle l'écrivain et l'architecte auraient pu ne faire qu'un créateur, et de la même manière, le lecteur et le visiteur seraient devenus aussi une même personne. Car au fond, ce qui me frappait dans ce que je voyais autour de moi, c'est à quel point les écrivains contemporains, le plus souvent, ne regardent que fort peu l'architecture, et à vrai dire plus la ville que les bâtiments, et que s'ils le font, c'est plutôt pour en déplorer la laideur et l'échec social. À cet égard, la neutralité d'un Michel Houellebecq, amateur et observateur attentif d'architecture moderne, fait figure d'exception. Alors, mon intervention va être organisée en 4 moments d'importance tout à fait inégales, qui correspondent en fait à différents degrés d'interaction que j'ai cru pouvoir discerner entre l'architecture, enfin, entre les architectes et les écrivains. Et ces gradations sont donc au nombre de 4, sans ou presque de liaison, avec, mais plutôt avec des tentatives de liaison, vraiment sans, et je finirai avec une note un peu plus positive, avec un exemple de vraiment avec, la littérature avec l'architecture. Je commence donc sans, ou presque sans, pour rappeler que le constat de désamour, voire de désintérêt de la littérature pour l'architecture, je l'avais retrouvé confirmé en 2017 dans une publication qui a déjà été citée plusieurs fois, dans le numéro de la revue Europe, avec un dossier qui s'appelait « Écrire l'architecture », qui avait été conçu avec Agnès Verlet et Anne Roche. Nous y déplorions toutes trois le long chemin à faire pour nouer un dialogue, malgré les déclarations d'intérêt réciproques et des bâtisseurs et des écrivains. Et je me souviens que je précisais qu'il s'agissait le plus souvent d'un dialogue de sourds. Face à ce constat, j'ai été vraiment très intéressée de constater que l'atelier de recherche génois sur l'écriture contemporaine de l'Université de Gênes avait proposé, les chercheurs de cette université avaient proposé un programme qui s'intéressait aux relations des arts avec la littérature contemporaine. Dans ce programme, il y avait d'abord des dialogues entre les chercheurs et les écrivains, auxquels Thomas Clair a participé, et aussi ils ont construit de manière très ambitieuse une base de données qui recensait près de 700 romans français publiés entre 1990 et 2015, donc 700 romans où les chercheurs avaient repéré qu'il existait la présence de un ou plusieurs arts dans le texte. Parmi les travaux qu'ils ont fait ensuite, ils les ont classés selon le type de discipline artistique représentée. Je ne suis pas totalement convaincue par le protocole de l'étude, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, les résultats sont très très parlants, notamment comme on le voit sur ce graphe. L'architecture qui figure, qui est le premier bâton, qui n'est pas un bâton tellement il est petit,
L'architecture arrive donc dans le peloton qu'avec seulement 4 ouvrages sur 700. Bien loin derrière la littérature elle-même, 254, la peinture, la musique, la photographie et le cinéma. Et encore, je dois préciser que les 4 textes qui ont été pointés par cette base de données sont eux-mêmes contestables dans le genre où on dirait que l'architecture y figure, puisque l'un d'eux y figure parce qu'un des personnages secondaires est chef de chantier, et les 3 autres sont consacrés à la construction des cathédrales gothiques ou à une biographie romancée de Borromini. Donc ça ne nous avance pas beaucoup, en tout cas pour notre affaire, enfin pour mon affaire. Du coup, je suis allée voir ailleurs, notamment du point de vue des architectes. Et là, j'ai précisé qu'il s'agissait de tentatives parce que les intentions sont bonnes, mais les résultats ne sont pas forcément très probants. Et pour ça, je me suis livrée à un petit exercice que je fais régulièrement, qui consiste à regarder les œuvres littéraires qui figurent dans les bibliothèques des écoles d'architecture françaises. Il y en a 20. Le catalogue est bien fait, donc c'est assez simple à mener comme enquête. Et donc ça revient à se demander quelles sont les œuvres littéraires que les enseignants architectes incitent leurs étudiants à lire. Or, le palmarès est limité et particulièrement peu fluide, lui. C'est carrément même solide, avec un podium où prennent place depuis une 50aine d'années, n'ayons pas peur, depuis longtemps, donc 3 auteurs qui ne surprendront pas les gens qui connaissent un peu les écoles d'architecture. La première place, bien sûr, elle revient à Georges Perec, et plus particulièrement à Espèce d'espace, qui est présent à 4 ou 5 exemplaires dans toutes les écoles d'architecture, avec également La vie mode d'emploi, donc paru respectivement en 1974 et en 1978. Le deuxième auteur, c'est Tanizaki, avec un seul ouvrage, L'éloge de l'ombre, écrit en 1933, traduit en français en 1977. Et enfin, l'Italo Calvino des villes invisibles. Et il y a d'ailleurs quelques autres titres de lui. On a donc 2 fictions et 2 essais qui datent des années 70 et qui restent les œuvres dans le rayon avec la cotation des Ouest, c'est vraiment ceux-là qui sont le plus présents. Alors, parmi les auteurs contemporains, et parallèlement, c'est quelque chose que je tiens à rappeler, parce que je l'avais un peu omis, et parallèlement aux représentants de la science-fiction, parce que la science-fiction est un genre qui s'intéresse vraiment et à la construction des villes, et même dans leur dimension architecturale. Donc, parallèlement à la SF, on trouve plusieurs invités qui sont dans la salle. Jean-Christophe Bailly, bien sûr, avec beaucoup d'ouvrages, je dois dire. Thomas Clair et bientôt Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais on voit aussi, alors là, pour le coup, ça devient de manière très dispersée, un peu d'Annie Ernaux, un peu de Borges, Laurence Cosset, La Grande Arche, Aurélien Bélanger, qu'a cité déjà Jean-Louis, un peu de Houellebecq, La carte et le territoire. Mais finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit généralement plutôt de la figure donc, du constructeur, de l'architecte, Sprekelsen ou Tavera, qui est au centre de l'intrigue, comme si, et là ça rejoindrait ce que vous disiez Mathieu ce matin, comme si la description d'architecture ou la narration proprement architecturale avait du mal à s'intégrer dans le rythme et dans la structure du roman. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez indiqué que votre éditeur avait quelques réticences par rapport à ça suggérerait peut-être que c'est même l'horizon d'attente supposé qu'on a pour ces romans qui poserait problème. Donc, sans conteste, c'est le trio Perec, Tanizaki, Calvino qui perdure depuis une 50aine d'années. Or, je l'ai pas encore dit, Tanizaki, c'est très métaphorique, ce qu'il raconte, c'est magnifique, mais il ne parle pas directement d'architecture. Calvino parle surtout de l'échelle urbaine et à un niveau idéal. Et quant à Perec, tout comme Julien Gracq, d'ailleurs, qui fait partie avec la forme d'une ville des auteurs qui sont présents, donc Perec se révèle, malgré les apparences,
plutôt réactionnaire en matière d'architecture et d'urbanisme, et finalement peu attentif à l'espace des architectes, même si, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retient dans les écoles d'architecture, même s'il y a une extrême pertinence dans son analyse des usages de l'espace qui sont faits par ces personnages. Heureusement, les enseignants architectes sont peu rancuniers par nature. Cela ne les donc, ils continuent à prescrire et à exploiter dans divers exercices un ouvrage, espèce d'espace, dont on peut se demander d'ailleurs s'ils l'ont vraiment lu, malgré sa brièveté, vu les propos assez peu amènes qui y sont contenus par rapport aux architectes. D'ailleurs, le sociologue et poète Jean-Charles de Paul disait ainsi en 2000 « J'ai tendance à déconseiller aux jeunes chercheurs d'utiliser Pérec. La tentation est forte de le citer, à tort et à travers. Espèce d'espace qui est présent dans je ne sais combien de mémoires et d'étudiants en architecture est l'exemple. » Fin de citation. D'ailleurs, dans le livre Espèce d'espace, un seul architecte figure dans le répertoire, c'est Frank Lloyd Wright, et à l'occasion d'une description qui commence bien, enfin qui commence de manière assez sensible à l'architecture, donc d'une maison usonienne, petit à petit, Pérec retourne l'avis positif qu'il a pour dire que, ok, c'est génial, ces espaces sont très fluides, on a une impression de liberté, d'espace ouvert, mais en fait, tout ça n'est possible parce qu'on est dans les prémices d'une gated community, c'est-à-dire que les barrières sont ailleurs. Donc, ça lui permet de faire une architecture ouverte. Cela dit, c'est vrai que ça n'empêche pas que Pérec puisse susciter un travail intéressant sur l'espace, notamment auprès des étudiants d'architecture. Et j'en veux pour preuve ce travail qui est proposé par l'architecte Vincent Cornu à ses étudiants de première année à l'école de la Villette, qui consiste à leur demander une description de l'endroit où ils vivent, et par le texte, et par les images, et les images montées. Et par-delà même l'habileté des étudiants, on voit qu'il arrive à faire ça produit des choses assez intéressantes, qui ont d'ailleurs été publiées dans un numéro spécial des cahiers Georges Pérec. Et pour les étudiants qui apprécient ce travail, ça leur permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, presque malgré lui, Pérec retrouve des choses auprès des architectes. Alors, j'ai dit que je déplorais le peu d'attention des écrivains à l'architecture, spécialement moderne, mais je dois avouer que peu d'architectes mettent à profit leur art dans la littérature. Et bon, je passe sur les personnes qui ont déjà été citées, que ce soit Wright, Le Corbusier ou plus récemment Rem Koolhaas, qui ont une production vraiment importante, ce qui est quand même moins le cas pour Sullivan ou pour Perret. Mais je voudrais maintenant vous montrer des dessins, un projet d'architecture, qui est un projet qui se veut également littéraire, d'un architecte qui s'appelle Luca Merlini, qui, depuis un certain nombre d'années, publie tous les 5 ans des petits livres qui sont des recueils en fait, de dessins d'architecture et de textes un peu brefs. Notamment, il a commencé en 1999 avec un livre qui s'appelait « Les habitants de la Lune » et qu'il qualifiait de roman d'urbanisme. Là, je vous montre ce projet qu'il a publié en 2017 chez Métis et qu'il décrit comme suit, je vous cite. « Dans l'immeuble littéraire, on rencontre beaucoup de gens dans les escaliers qui relient certains étages et pas d'autres. Chacun passe sa tête dans l'ovni du dernier étage et repart chercher un lieu qui lui ressemble pour s'y installer. Un personnage à 2 têtes, curieux et prospectif, revient souvent de ce chantier. On peut reconnaître Walter Benjamin et James Joyce, le chirurgien des espaces et le dynamiteur des langages. Les 2 visages regardent Paris et se disent mutuellement « Paris est notre ville étrangère ». Et donc là, vous avez la coupe axonométrique et puis les plans de quelques étages
Alors, je vais peut-être laisser les images un peu fixes et vous laisser lire, parce que c'est un peu bizarre de lire en même temps. Mais disons que c'est un témoignage de la liberté d'association que met en place Luca Merlini. Et je trouve que par-delà l'humour et un peu l'ironie qu'il manie très bien, il y a quelque chose d'assez poétique qui est renforcé par le fait que ces dessins apparemment très naïfs sont très précis et assez signifiants par rapport à ce que peuvent nous dire effectivement les espaces de ces écrivains-là. Donc là, c'était l'étage des surréalistes. Et voici celui du nouveau roman. Donc je pense que vous pouvez lire. C'est peut-être pas la peine que je vous impose ma lecture. Donc là, j'avais effectivement des tentatives d'interdisciplinarité qui se nouaient, et je dois dire que ces tentatives, qui pour moi souvent arrivent à une aporie, peuvent prendre des formes assez étranges. Et donc là, j'en viens à quelque chose qui m'a particulièrement irritée, donc je ne devrais pas m'y atteler aussi longtemps, c'est un peu pervers de ma part, mais il s'agit d'un livre qui a rencontré un certain succès, puisqu'en 2009, il a failli remporter le Booker Prize, un livre donc de Simon Mower, The Glass Room. Donc vous voyez que la couverture est censée représenter l'architecte moderne avec des attributs un peu déconstruits qui pourraient faire penser à ce type de personnage. Le roman a été un succès énorme, traduit en 12 langues, et notamment en français sous le titre « Le palais de verre ». Donc ce titre, tout comme le début du livre, puisqu'il commence très fort, on va dire, laisse à penser que le personnage principal du roman, c'est la maison que fait construire à la veille de la guerre en Tchécoslovaquie un jeune couple fortuné, et que le roman va se construire à travers la vie de cette maison depuis les années 30 jusque dans les années 70. Alors le lecteur averti que vous avez été, si vous l'avez lu et que vous seriez maintenant, aura vite compris que cette maison, c'est la Villa Tugendhat, qui a été conçue par Mies van der Rohe. Villa Tugendhat qui, dans le roman, est conçue par un architecte qui, d'ailleurs, n'est pas du tout pas proche de ce que l'on sait de Mies van der Rohe, de son personnage. Donc, dans le livre, il s'appelle Rainer von Abt, et bien sûr, il aura une petite romance avec la maîtresse des lieux, puisque c'est un topos des rapports entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc cette villa, elle est connue, et Jean-Louis Cohen l'a commentée assez longuement lors de son cours de l'année dernière, ici même au Collège de France. Et elle est sans arrêt évoquée, bien sûr, par les protagonistes du roman, mais il le fait en fait d'une manière qui me semble extrêmement répétitive, caricaturale, pour ne pas dire franchement nunuche. Je cite. Ouais, combien ? 5 000. Okay. La pièce de verre s'est muée en palais de lumière, où cette dernière rebondissait sur les piliers chromés, réfractés par les murs, scintillant sur la rosée dans le jardin, réverbérés par le verre. Ils avaient l'impression de se tenir à l'intérieur d'un cristal de sel. « N'est-ce pas fantastique ?» s'exclama-t-elle en regardant autour d'elle, fascinée. On se sent si libre, cette sensation d'espace, que tout est possible. Elle est merveilleuse, non ? Et donc, tout le long du livre, on se retrouve avec toujours ces descriptions de la transparence de la pièce de verre, de la lumière qui pénètre partout, des effets de contamination entre le dedans et le dehors. Et là, je vous montre des stills du film qui en a été tiré, et pour corroborer un peu ce qu'on a déjà évoqué, à savoir le fait que l'architecture, a fortiori moderne, ne faisait pas recette dans le monde littéraire, je vous présente les 3 affiches successives du film. L'affiche originale, donc à gauche, pour le film qui est tchèque d'origine, représente au fond, vous voyez la maison Tugendhat,
Au second plan, mais très grand, l'architecte, et devant le couple de deux des protagonistes principales. En haut à droite, vous avez la deuxième version en anglais de ce film, où la maison disparaît quasiment au profit de simplement une évocation de cette maison, puisque c'est le bout du mur d'onyx qui fait partie du salon. Et dans la dernière version, non seulement il n'y a plus du tout de maison, mais même le titre ne fait plus partie de la maison, donc l'architecture a carrément été évacuée sans autre forme de procès. Alors, cela dit, donc tout ça a été vraiment pénible, il faut bien le dire. J'en viens au moment positif, et je vais faire plus vite que ce que j'avais prévu, à savoir la découverte que j'ai faite, enfin, que j'aurais dû faire au moment de la revue Europe, puisque c'était un auteur qui était présent, la découverte d'un auteur qui s'appelle Jean-Paul Gou, un romancier, qui, au fond, s'est mis à représenter pour moi quelque chose comme ce que dit de Valéry Le Corbusier dans Almanach, qui nous a été rappelé par Nicolas Max ce matin, à savoir que c'est un auteur qui parle et décrit les choses comme aurait pu le faire un architecte. Et Jean-Paul Goud, qui a la parole peu loquace, on va dire, indique dans une interview « Dans mes romans, il n'y a pas d'événement narratif. Ce qui fait événement, ce sont l'évocation des lieux dans lesquels sont déposés du temps, des sensations et des impressions. » C'est pourquoi il aborde en fait des thèmes dans ses romans avec des personnages, une intrigue pas toujours fondamentale, mais avec énormément de descriptions d'architecture, pas spécialement modernes, mais des thèmes comme la composition des façades, la lumière naturelle, l'intériorisation, le rapport au contexte, l'appréhension des volumes par la marche, la perception plurisensorielle de l'espace et, plus important pour maintenant, la géométrie du projet et le rapport entre le dedans et le dehors. Alors, vous avez déjà pu commencer à voir un extrait. Alors, malheureusement, la phrase originale compte 43 lignes. Donc, j'ai fait 2 fois un double outrage, c'est-à-dire que je l'ai à la fois coupé et j'ai un tout petit peu repris des éléments pour que ça se suive. Je vais essayer de vous la lire, mais si vous en avez assez, arrêtez-moi. Non, Jean-Louis Cohen me fait signe que je ne dois pas la lire, donc je vous la laisse lire, et quand vous aurez fini, enfin j'insiste quand même sur certains termes, pendant que vous lisez. Il est question de prisme, de parois blanches, de volume posé sur le plan du sol, devant une enceinte, de pur volume, de forme déposée entre ciel et terre, de pure géométrie idéale d'un véritable architecte, d'austère rêverie, d'essais sur le papier, de longues projections mentales, d'esprit lucide, de projections abstraites, de pure représentation graphique, d'élévation perspective, d'exigence géométrique par rapport à un air vibrant qui relie entre eux les objets dans l'espace vivant de la réalité. Et il me semble que là, on a vraiment les éléments d'une description qu'un architecte aurait pu donner d'un espace ou d'un bâtiment. Et j'ai fait un petit test. J'ai proposé ce texte à quelques amis architectes qui m'ont tous dit ça fait penser à la Villa Savoie. Et effectivement, cet objet purement géométrique posé sur le sol. Et là, j'en viens à un deuxième thème qui me semble pouvoir être repris des travaux de Jean-Paul Gou, qu'on devine là. C'est, vous voyez cette fenêtre qui est à la fois dans un espace de dehors et qui donne sur un dehors. Et là, par contre, on est dans un espace intérieur, la cuisine de la Villa Savoie, et on donne aussi sur le dehors. On a vraiment l'impression que le dehors rentre dans le bâtiment. Et là, Dieu merci, j'ai une citation qui est nettement plus lisible. Et donc ce type d'espace me fait penser à cette phrase. C'est plutôt le contraire, c'est moi qui ai pensé à ça. J'avais envie de courir jusqu'à la balustrade de cette terrasse qui s'ouvrait sur la ville, entre les murs de ces haies, comme le balcon d'une chambre sur le dehors. Si puissante avait été l'impression, dès qu'on était entré dans le jardin,
qu'alors même qu'on était bien dehors, le dégagement de l'espace devant soi suggérait la présence d'un autre dehors, d'un vrai dehors, en sorte qu'au milieu du jardin, on se sentait pourtant toujours dedans, comme à l'intérieur d'une vaste chambre. Et là, nous sommes dans la petite maison que Le Corbusier a construite en 1923 au bord du lac Léman pour ses parents, où on voit que le jeu, effectivement, de perméabilité et surtout d'ambiguïté entre le dedans et le dehors est poussé assez loin. Pour conclure sur ce morceau de manuscrit de Jean-Paul Gou, qui vous montre l'aisance de la chose, il me semble qu'une telle empathie de l'écriture avec l'architecture a finalement de quoi nous rendre, nous, architectes, jaloux de ne pas avoir pu écrire des lignes aussi lucides et précises sur notre discipline. Et il me semble qu'elle pourrait faire peut-être participer à l'élaboration d'un que sais-je très didactique à l'attention des étudiants en architecture pour les sensibiliser à des points précis qu'ils devront travailler. Et je conclurai que dans le jeu qui, me semble-t-il, oppose plus qu'il n'associe la littérature à l'architecture, le score est peut-être souvent nul, mais certaines parties, comme celle jouée par Gou, sont magnifiques. Merci. Merci, Guillemette. Des remarques, des questions? Frédéric Villemur. Oui, merci Guillemette, parce qu'il me semble que là, on boucle la journée en renvoyant à Mathieu Garrigou-Lagrange ce matin, parce que tu nous as fait une démonstration comme quoi on peut parfaitement décrire une architecture qui en plus convainc les architectes et qui, tu as employé le mot d'empathie, à la fois scripturale et formelle, de l'écrivain décrivant l'architecture, alors que Mathieu Garrigou-Lagrange, vous nous avez bien montré que le fait d'arriver à une description, certes très objective, très distanciée, très minutieuse, donc documentée finalement, de vos façades architecturales, dans le rythme de l'écriture, ce n'est pas ce qui vous portait, c'était du trop, du plein, qu'il fallait enlever. Et pour rendre sensible autrement, peut-être l'architecture par peut-être le dialogue, justement, la description atmosphérique des relations entre les personnages, plus que par simplement l'analyse distanciée objective des lignes architecturales. Et c'est un vrai débat, parce qu'effectivement, quand tu parles de faire sentir voilà, cette porosité, le renversement intériorité, extériorité, ou intérieur-extérieur, c'est pas la même chose, bien évidemment, un écrivain a un choix à faire, précisément. C'est le point de vue où je suis. Est-ce que je me mets dans la distanciation totale, objective, ou est-ce que je fais jouer, je me laisse complètement incorporer par des personnages qui habitent ces lieux et qui vont me faire sentir ces lieux à partir de leurs sentiments, de leur perception, etc. C'est vraiment deux... On est à nouveau dans ce qui presque oppose d'un côté le nouveau roman et puis le retour du romanesque, en fait, pour lui dire, hein, à grand coup de chaussures, quoi. Voilà. Merci. Alors, je vais juste répondre en 2 secondes. J'ai une hypothèse par rapport à ça. C'est que ce que vous nous aviez lu, Mathieu Garrigou-Lagrange, et que vous aviez dû supprimer ou supprimer de votre propre chef, c'était d'une certaine manière des commentaires un peu savants sur l'architecture. C'était des données... oui, savante, enfin, qui n'était pas le vécu lui-même de l'espace. Et quand j'ai commencé en disant que ce qui m'intéresserait, c'était de voir comment la littérature pouvait parler de manière très concrète, physique, matérielle, l'architecture, je pense que c'est là qu'il y a une possibilité, peut-être, sans doute, de l'intégrer vraiment dans le récit. Et cela dit, je pense que, comme... j'ai été trop pressée par Jean-Louis. Je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est une découverte, c'est passionnant, Jean-Paul Gou. Donc là, c'est L'Embardé, que je n'ai pas cité, qui est sans doute le meilleur livre pour rentrer dans son écriture. Cela dit, c'est certainement pas un best-seller, hein, quand même. Donc c'est vrai que c'est une écriture très exigeante. C'est l'écriture de quelqu'un qui semble être passé de l'autre côté du miroir. Et donc la véritable question, il y a l'architecture, mais... y a-t-il vraiment de la littérature?
bah oui, c'est magnifique. Alors là, vraiment, je n'hésite pas un quart de seconde. Et de la même manière, Marie-Pierre Hulot, quand vous aviez cité ce passage de la Maison Mauresque de Camus, moi, en tant qu'architecte, le passage qui m'a le plus intéressé, c'est effectivement le moment où il rentre dans la maison, où il décrit comment la lumière rentre, là où c'est sombre, là où d'un seul coup l'espace s'ouvre. Et c'est donc bien ces expérimentations physiques, sensorielles, qui, à mon avis, en termes littéraires, sont le salut de l'architecture. Thomas Clerc, pour une dernière intervention avant la sienne. Thomas Clerc qui pratique ça, d'ailleurs. Ah, il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans ce que vous avez dit, dans ce que tu as dit, Guillemette, je vous vois, je tutoie en même temps, c'est l'espèce de lassitude dans la question de la transmission, c'est-à-dire avec la triade Calvino, Pérec, Tanizaki. Et je trouve ça très très juste parce que je crois qu'on le ressent tous aussi, la distorsion entre ce que nous devons transmettre, ce que nous devons passer, que ce soit en architecture ou en littérature, et l'espèce de sentiment de package nécessaire, des références. C'est une question, je trouve, très touchante dans la question de la transmission. C'est-à-dire il faut bien en passer par là parce que c'est quand même des maîtres, et en même temps, on a envie d'aller voir effectivement un peu ailleurs ce qui se passe, quoi. J'ai juste une petite remarque comme ça sur la transmission. Et le bagage minimal déposé dans les consignes des bibliothèques, des écoles. Sachant que dans les écoles d'architecture, comme ailleurs, mais peut-être plus qu'ailleurs, l'ancienne, c'est de dire les étudiants ne lisent pas, surtout pas la littérature. Merci encore. Thomas Clerc.